c'est la première fois que je viens à Mont-de-Marsan et je trouve que c'est une petite ville vraiment charmante. Aujourd'hui, l'Ukraine. Moi, je suis allée en Ukraine là, récemment, enfin récemment, ça fait 1 an, à plusieurs reprises. Et évidemment, j'étais à Kiev parce que j'étais plutôt producteur qu'acteur. Et j'ai vu, je suis quand même allée sur la ligne de front, et j'ai vu exactement ce que j'avais vu en Tchétchénie. Oui, moi c'est la question que j'allais vous poser justement. Oui, les points, oui. C'est-à-dire que c'est exactement la même guerre, c'est exactement les mêmes gosses qui se connaissent pas, quoi. Les Ukrainiens, les jeunes Russes, les jeunes Tchétchènes, les jeunes Russes, ils se connaissent pas. Et ils vont s'entretuer sans se connaître. C'est-à-dire que ces guerres, c'est vraiment... moi, vous savez, je ne suis pas très géopolitique. Si vous avez suivi un petit peu mon travail, pour ceux qui sont plus âgés, en fait, moi, j'ai toujours aimé raconter la guerre par le petit bout de la lorgnette, qui en dit long sur ce que sont les guerres. Et par exemple, la Tchétchénie, comme en Ukraine, qui parle des mères? Qui parle des mères de ces soldats qui sont tués comme de la chair à canon? C'est vraiment incroyable. Moi, je me souviens très bien avoir suivi les mères. J'ai fait un petit document sur les mères en Tchétchénie. Et, si tu veux planter le décor de la Tchétchénie, oui. Il y a quelques images muettes juste pour voir la ville Grozny dans laquelle... Grozny, la capitale. En 3 semaines, hein, je suis rentrée dans une ville qui était bleue. Et voilà ce que c'est devenu en 3 semaines. Donc, en fait, on vivait quand on est en guerre, on vit comme les populations. Donc, on était dans des caves pendant 3 semaines. On sortait la nuit pour voir ce qui s'était passé. On entendait les bombes tomber comme dans la guerre de 40. Et ça, c'est la doctrine, si je puis dire, au départ c'était Yeltsin, mais après c'était Poutine déjà. Et Poutine sait faire la guerre qu'en bombardant. Il n'a pas une autre méthode pour faire la guerre, cet homme. Il bombarde, il a bombardé là, il bombarde l'Ukraine, il bombarde la Syrie, il a bombardé la Syrie, etc. Et c'est terrible, parce que toutes ces bombes qui tombent, il y a tellement de gens qui perdent leur vie là-dessous, des hommes, des femmes, des enfants, c'était terrible. Mélanie, oui, on est... Oui, alors pour les forces russes, tu en parlais, tu avais suivi les aumônes, tu nous expliques ce que c'est les aumônes, et puis on... Les aumônes sont les forces spéciales. Le blindé qui nous transporte traverse Grozny à vive allure. Les Tchétchènes que nous croisons savent qu'ils n'ont aucune chance de chasser l'énorme machine de guerre qui s'est installée dans la capitale. Avant d'atteindre le quartier de Tchernoretché, le plus au sud, et le dernier, nous dit-on, à nettoyer, nous traversons toutes ces banlieues où les traces de violents combats sont là aussi visibles. Les jeunes soldats qui nous pilotent n'ont aucune idée de la route et l'officier est obligé de demander la direction aux civils. En race campagne, au milieu de nulle part, le blindé s'embourbe et pâtit. Nous réalisons brusquement que nous ne sommes qu'à une centaine de mètres des lignes tchétchènes. Une cible parfaite. Ordre est donné de tirer. Pour intimider, nous dit l'officier. Finalement, nous atteignons la petite unité des aumônes installée là pour achever le nettoyage, entendait combattre les ultimes poches de résistance dans la zone. On a vu qu'il y avait pas mal de points communs, si j'ai bien compris, la situation en Tchétchénie à l'époque avec ce qui se passe aujourd'hui, si je vous ai bien suivi, Marine Jacquemin en Ukraine aussi. Alors parlez des mères, allez-y. Le micro. Pardon. Oui, sinon... j'ai vu des mamans qui, sur le trottoir, parce que évidemment la guerre se passe aussi quand il fait très très froid, retrouver le corps de son enfant gelé sur le trottoir. Et elle a dû attendre le printemps, parce que ne semble plus pas qu'elle a dû attendre le printemps pour enterrer leurs enfants. Et c'est pareil pour l'Ukraine, il y a beaucoup de choses comme ça. Et aussi, ce qui est terrible, c'est que cette armée russe, dont on dit qu'elle est épouvantable, elle est faite de jeunes gens, et ces jeunes gens, vraiment, sont des traînes savates, quoi. Même par rapport aux soldats ukrainiens, moi, en Tchétchénie, j'avais une grosse trousse de pharmacie, et je ramassais les fesses le soir, dans les campements où on était, ils venaient me voir comme une maman, quoi. Ils disaient, regarde, ils avaient des furoncles énormes, des fesses, des choses comme ça. Tu as quelque chose aussi? Oui, alors, vous avez sûrement quelque chose. J'ai quelque chose sur les mères russes. Tu avais le temps.
toutes sont illustrées. Ça fait commencer. Le cercueil de Yuri voyage depuis plusieurs jours déjà. Le jeune appelé a été tué lors de l'attaque de la Saint-Sylvestre. Sa famille le récupère seulement. Jamais ses parents n'ont été informés de son départ sur le front, encore moins de sa mort. Le doute est venu lorsqu'il a cessé d'écrire. Effondrés dans leur minuscule appartement, ils accueillent le corps de ce fils dont on leur dit qu'il est un héros de la patrie. Iqbal, cet enfant. Voilà Iqbal. Et donc voilà, c'est l'orphelinat de Tel Mashkan. Donc des orphelinats comme cela, il y en avait 2 ou 3 à Kaboul. Et parce que les enfants étaient orphelins souvent de père et de mère. Et ce jour-là, le petit garçon me regarde avec un regard absolument incroyable. Et il me fait... parce que moi, je ne mangeais pas. Et ils avaient un seul repas par jour. Et il arrive avec son assiette et il me dit « Maintenant, tu manges. » Et ça va tellement... Je lui dis, toi je t'aime, je t'adopte. Et j'ai essayé de l'adopter, malheureusement on ne pouvait pas adopter, c'est très dur d'adopter des petits musulmans. Et malheureusement, il a sauté sur une mine et on n'a pas pu le sauver parce qu'il n'y avait pas l'équipement hospitalier voulu. Et c'est de là où est né, parce que quand je quittais souvent ces gens qui ne voulaient pas que je parte, quoi. Et je me disais, non, je pars, je reste. Et je me suis toujours dit, je vais faire un grand truc, je ne savais pas quoi, pour les autres. Il y avait des maladies terribles dans ce pays, notamment une maladie qui a disparu de chez nous dans les années 50, qui s'appelle la maladie bleue. Et c'est le cœur, quoi. Il faut un hôpital avec une salle de réveil, avec tout ça. Et on opérait sous éther quand j'ai eu cette idée d'hôpital. Et donc 4 ans plus tard, on a pu opérer à cœur ouvert, à Kaboul, une petite fille magnifique. Et depuis, il y a eu, je ne sais pas, 8-10 000 opérations du cœur avec la chaîne de l'espoir. Cette chaîne est formidable parce qu'ils ont des équipes extraordinaires qui, au péril de leur vie, vont vraiment opérer. Et encore en ce moment, depuis l'arrivée des talibans, il y avait 1100 personnes qui travaillaient dans cet hôpital. Et puis, quand les talibans sont arrivés, évidemment déjà beaucoup de gens ont fui. Moi-même, j'ai ramené une trentaine de femmes en Europe. Mais aujourd'hui, il reste 300 personnes, pratiquement que des hommes. Et il reste seulement, c'est la première opérée du cœur à Kaboul. Première opérée du cœur. Il reste une dizaine de femmes seulement sur 375 femmes qui officiaient à Kaboul. Et dans toutes les gares où je suis passée, c'est vrai qu'il y a toujours le bon, il y a toujours le mauvais. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le monde malheureusement aujourd'hui n'a pas les planètes qui s'alignent bien comme avant. On a eu vraiment une période de paix depuis 80 ans en France et en Europe. Il ne faudrait pas que ça recommence demain. Voilà. Merci Marie-Hélène. On va passer la parole au public, si vous le voulez bien. Quelques questions, remarques ou réflexions. Marine Jacquemin, Méguerre, confidence d'une grande reporter aux éditions de l'Observatoire. Je voulais savoir, ça vous a intéressé la manière... Est-ce que ça vous a intéressé la façon dont on a... regardé. Ouais, parce qu'on l'expérimente avec lui.